Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société. C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur et photographe Théo Leroyer. Il a notamment réalisé des clips pour la chanteuse Clio. On est d'ailleurs revenu sur la rencontre qu'il a fait au Festival de Cannes lors de son stage de fin d'études, qui l'a indirectement mené à cela. On a aussi échangé sur sa créativité qui le pousse à créer toujours plus, notamment des contenus pour Instagram ou des teasers pour mettre en avant ses réalisations. Bonne écoute! Bonjour Théo. Bonjour. Donc je suis avec Théo Leroyer qui est réalisateur de courts-métrages, de clips et aussi photographe. Oui. Petit détail important aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que tu sais résoudre un Rubik's Cube de la main gauche. Oui. Et avec les pieds aussi. Ça m'est arrivé. Non, c'est vrai. Si, oui, au collège, je faisais ça. Mais c'était ridicule. Je faisais ça parce que... incroyable de commencer par ça, cette interview. Le Rubik's Cube, j'en faisais au collège. Et en fait, il y a plein de Rubik's Cube différents, sans trop rentrer dans les détails. Mais à un moment, j'en avais fait plein. Je sais pas, il y avait une vidéo de Michel Gondry qui existait où il avait fait un montage où il y avait des mains qui sortaient de son nez pour le résoudre. Ça m'avait fait rire. Et après, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais le faire à une main? Est-ce que je pourrais le faire avec mes pieds? Bon, voilà. C'est très intéressant. Je pense que les gens sont passionnés à l'idée de m'imaginer avec mes pieds résoudre un Rubik's Cube. Du coup, j'ai quand même envie de livrer à ceux qui nous écoutent qu'en fait, on avait fait une première version de ce podcast pendant un confinement et qu'on était en visio, qui s'est passé plus d'1 an. Il s'est passé 1000 trucs entre-temps, donc c'est chouette aussi de le refaire. Et tu as doublé ton nombre d'abonnés. Oui, Instagram. Sur Instagram, précisons-le, parce que sur le reste, pas du tout. Et en fait, du coup, pourquoi cet épisode n'est pas sorti? Parce que il était bien, mais là, le but, c'est qu'on en fasse encore mieux. Mais c'est surtout, moi, je me dis parce qu'en fait, j'ai énormément de difficultés avec le montage des podcasts. C'est pour ça qu'il n'était pas sorti avant et qu'on décide de le refaire aujourd'hui. Donc merci Théo de m'avoir proposé de le refaire. Non, mais de rien, mais c'est très intéressé. Hein. Moi, c'est parce que j'ai d'autres trucs à raconter, c'est pour ça. Ok, super. Bon, on va commencer un petit mot par ton parcours. Que du coup je connais bien maintenant. En fait, tu m'avais dit que tu étais assez cinéphile depuis petit parce que chez toi, ton père et tout, vous regardiez quand même beaucoup de films, vous regardiez les Césars, le Festival de Cannes, etc., que c'était assez présent, que finalement, dès la 3e et la seconde, tu t'es orienté dans tes études en pensant derrière pour faire des études de cinéma et tout ça, donc c'était très présent. Et surtout, tu as commencé par te jeter à faire plein de concours sur Internet, notamment avec le Nikon Festival. Oui, c'est un bon résumé. Après, dit comme ça paraît très conscient et tout, mais c'était pas du tout le cas. Oui, le cinéma, c'était très présent chez moi. Alors maintenant, avec les DVD et tout, c'est peut-être un peu moins présent, mais mon père enregistrait beaucoup de films. Il avait une collection de cassettes qui doit être au grenier. Mais quel a été le déclic finalement, parce que entre regarder les films et avoir envie d'en faire? Je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic à proprement parler. Je pense que c'était toujours un peu là. C'est un peu une prolongation de, comment dire, les premiers films que j'ai fait avec l'appareil photo qu'on avait. C'était un prolongement de ce que je faisais avec mes jouets en fait. C'était juste je jouais avec mes Playmobil ou je sais pas, des Lego ou des choses comme ça, et à un moment il y a eu de la mise en scène en fait. J'ai commencé à le filmer un petit peu. C'était du stop motion au début, donc c'est de la technique image par image, photo par photo, mais c'était tellement naïf dans la forme. J'avais l'impression que le simple fait de le faire, c'était bien en soi. Tout ça est sur Dailymotion d'ailleurs, c'est caché, mais ça reste en ligne pour l'instant. Je décide de les laisser si quelqu'un tombe dessus. Peut-être qu'un jour ce sera caché aussi sur
une page de mon site, on sait pas. Mais en tout cas, il y avait cette idée de continuer le fait de jouer. Enfin, c'était vraiment très naturel. Et c'était, oui, techniquement, c'était la cata. Je pense notamment, on va revenir au Rubik's Cube, mais il y en a un où c'est un Rubik's Cube qui se résout tout seul. J'avais pas du tout pensé qu'il fallait pas vraiment bouger l'appareil photo. Je conscientisais pas du tout les questions de mise au point ou quoi. Donc il y a une photo sur 3 qui est floue, qui est sous-exposée. L'appareil, il prenait la date en photo, donc en plus on voit que ça se passe sur 2 jours. C'est trop bizarre. Et tout ça, je le voyais pas. Et j'étais content de le faire et j'étais content de le partager, de le mettre sur Dailymotion. Et après, peut-être aussi que ça me paraissait naturel parce que quand j'étais petit, mon père, enfin mes parents avaient une caméra et puis des appareils photo, ils nous prenaient souvent en photo et ils filmaient aussi quand même pas mal, soit ce qu'on faisait, où on allait, quand on participait à des, je sais pas, à des concerts ou à des choses quand on était petit, et les vacances et tout. Donc le fait de se filmer, c'était pas, ça faisait partie un peu du quotidien et c'est juste que oui, j'ai un prolongement de ma manière de jouer. Après, je pense aussi que peut-être qu'on peut parler d'un déclic, c'est que ça m'amusait beaucoup. Enfin, je savais que je prenais du plaisir à le faire. Et au lycée, l'école ça se passait moins bien. Le collège ça se passait bien et le lycée moins bien. Et du coup, c'est le moment où il y a commencé à y avoir des concours. Le Nikon, je pense que ça correspond. Le premier Nikon, ça correspond à ma seconde ou à ma première. Ça doit être la seconde. Et avec un ami, on en a fait un. Mais parce que oui, il y avait aussi cet essor d'internet. Enfin, tout se recoupait. Enfin, voilà. Et moi, sur mon temps libre, j'avais envie de faire des trucs. Il y avait des concours, c'était un prétexte pour motiver les gens à venir faire avec moi parce que j'étais pas non plus un leader charismatique au lycée, faut pas se mentir. Et donc, c'était plus facile de dire ah mais venez, on va faire ce concours-là. Il y avait une finalité, il y avait un but, tout le monde savait ce qu'on allait faire. Que ah mais venez, on fait des films et tout. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui racontent dans leur enfance refaire des sketchs ou refaire des scènes ou refaire des pubs pour eux et tout ça. Moi, j'ai pas vraiment fait ça. C'était plus, il y avait un concours, fallait y participer. Donc, fallait un peu comme il y avait une question. Le Nikon, il y avait un thème, des choses comme ça. Et voilà. Et ça m'a permis de le faire un peu plus régulièrement. Et toujours dans cette idée j'allais dire décrochage scolaire. Le mot est très fort parce que j'ai pas du tout redoublé ou j'ai eu mon bac sans trop de problèmes. C'était compliqué comme année, mais ça a été. Et c'était un peu c'est pas que je m'imaginais pas faire autre chose, mais que j'avais commencé comme ça, mes parents avaient l'air me mettaient pas la pression et ils étaient ok pour que je continue dans cette voie-là, en tout cas faire des études là-dedans, et du coup j'y suis allé à pieds joints et j'étais très content de continuer à faire ça. J'avais envie d'apprendre des trucs, voilà. Du coup, tu parlais d'être un leader charismatique. Au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, tu parles. Enfin, je sens que déjà à cette époque-là, tu avais conscience qu'on pouvait pas forcément faire un film tout seul, que tu avais besoin de voilà. Et du coup, quand on avait parlé du métier de réalisateur la dernière fois, tu me disais au-delà du fait d'avoir une vision du film et tout ça, il y a aussi ce truc de il faut donner à tout le monde l'envie de faire le même film, qu'il y a aussi une histoire d'ambiance, que personne n'est au-dessus de personne et tout ça. Donc Oui, ça c'est des notions très importantes. Et ça, pareil, au début, c'était pas forcément très conscientisé. Plus ça avance, plus j'essaye de faire attention à ça. À l'école de ciné, ils nous disaient souvent que un film, le niveau d'un film, entre guillemets, c'était le niveau de la personne la moins compétente sur un tournage. Alors bon, c'était une manière de nous pousser à se donner et à se dépasser, ce qui sont pas forcément ce que je recherche. Mais moi, ce que je retiens, c'est que oui, c'est plutôt l'ambiance. Si quelqu'un va pas bien, ben alors ça va pas aller pour tout le monde. En fait, il y a un peu un truc de, il faut que ça se passe bien, tout le monde est au même niveau, on fait le même film. Oui, alors en France surtout, il y a cette idée de l'artiste auteur, le réalisateur, scénariste, cette espèce de rêve de la nouvelle vague et tout. Mais il y a plein d'autres manières de faire du cinéma. Le réalisateur, c'est un métier comme un autre. Il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui écrivent pas du tout leurs projets, qui arrivent sur des projets et c'est un travail en soi, de la mise en image, la mise en scène. Et oui, c'est important de faire attention à ce que, en tout cas, d'être dans le dialogue et être sûr que tout le monde est conscient de ce qu'on est en train de faire et qu'on ait tous envie de faire le même film. Alors après, bon, c'est peut-être aussi un peu facile de dire ça dans mon économie actuelle, parce que les projets les plus gros sur lesquels j'ai été,
il y a mon film de fin d'études où donc il y avait un peu une obligation d'être sur les projets, donc on était une vingtaine peut-être, je pense. Et après sur les projets, je pense qu'au max on a été, je sais pas, 10, 15. Donc c'est facile de communiquer avec tout le monde, que tout le monde. En plus il y a souvent pas beaucoup d'argent, donc il y a quand même plus de motivation que d'intérêt dans l'implication des gens. Et peut-être que sur des projets plus gros, ce sera plus difficile d'être sûr que le stagiaire costume il soit aussi impliqué que tout le monde. Mais en tout cas, oui, c'est important de communiquer parce que oui, je pense qu'il y a à apprendre de tout le monde. C'est pas parce que en tant que réalisateur, on est j'allais dire à la tête, mais pas vraiment, mais qu'on est la tête pensante, disons, qu'on sait plus que les autres. Tout le monde a quelque chose à apporter pour le film. Du coup, tu disais effectivement que tu as fait une école de ciné. Tu as fait un stage avec une attachée de presse et lors de ce stage, du coup, vous avez été défendre des films au Festival de Cannes. Et je vais faire cette question comme ça parce que moi, effectivement, je connais déjà la réponse. Comment le fait que tu aies eu un appareil photo jetable à Cannes t'a amené à faire le premier clip que t'aies jamais réalisé, d'ailleurs, un clip de Clio. Ouais. Bah, d'accord, t'as tout vendu. T'as vendu la mèche. Non, oui, c'est vrai que c'est rigolo de repenser à tout ça dans ce sens-là, mais donc oui, je fais ce stage avec donc une attachée de presse, Monica Donati, qui est l'attachée de presse historique qui était reliée au groupe MK2. Et puis MK2 a arrêté de faire de la production et de la distribution, donc elle est toujours en partenariat avec eux, ou en tout cas avec les films dans lesquels ils sont liés, mais elle travaille sur d'autres films. Et donc je fais ce stage après l'école de ciné en me disant que j'avais envie de savoir qu'on avait un peu appris ou on s'était un peu entraîné à faire des films et que c'était peut-être intéressant d'apprendre à les vendre ou à voir en tout cas comment ça fonctionnait, ce monde-là. Et après un stage de 4 mois, elle m'a proposé de l'accompagner au Cannes d'après, donc Cannes 2016. Donc là, c'est une toute petite équipe. Il y avait Monica, il y avait Cilia qui était son assistante à l'époque, et puis il y avait moi. Et donc on est parti à 3 pour défendre 4 films, Cannes 2016. Et puis en gros, quand on est attaché de presse, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. Il y a les journalistes, il y a en tout cas. Puis Cannes, c'est un monde particulier parce que, en tout cas à l'époque, il y avait des séances de presse la veille, donc même s'il y avait des choses qui étaient bookées avant, des interviews, des séances photos, tout pouvait être mis en question à minuit la veille parce que finalement le magazine ou les journalistes avaient pas aimé le film ou avaient pas envie de le défendre comme ils voulaient, ou alors d'autres gens qui étaient pas forcément intéressés tout d'un coup le sont. Et voilà, et donc il y a beaucoup de choses à gérer, et notamment la question des photographes et des images, de la représentation des films, parce on est là pour ça, pour qu'on parle des films, quoi. Et oui, donc je me souviens qu'à un moment, donc on défendait Personal Shopper de Olivier Assayas avec Kristen Stewart, notamment. Et donc en plus là il y a une question supplémentaire qui arrive, à savoir qu'elle est égérie d'une marque, donc il y a beaucoup plus d'enjeux de représentation, de tout ça. Et puis aussi Kristen Stewart, c'est une actrice internationale, elle a beaucoup plus de gens qui gravitent autour d'elle, et notamment ce truc très à l'américaine d'avoir une assistante qui s'occupe de tout ça pour elle. Et donc des fois les choses peuvent prendre plus de temps que prévu, parce qu'il y a plus de gens, donc il y a plus d'inertie et tout. Et donc je me souviens qu'avant la montée des marches, on est dans la suite Chanel, je crois que c'est ça, qu'elle est égérie Chanel. On a le droit de citer des marques. Oui, on a le droit. Et que du coup, donc elle a sa robe Chanel. On doit partir dans les voitures pour monter les marches, mais c'est important qu'elle passe se faire prendre en photo pour que le lendemain, les photos de la montée des marches et les photos donc en amont posées soient dans la presse et puissent être relayées à travers le monde avec les interviews qu'on a fait la journée. Et donc on est dans la suite Chanel. Il y a pas mal de photographes, je saurais plus dire, mais peut-être 4 ou 5. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'en attendant que Kristen Stewart arrive, on installe les photographes dans la suite Chanel. Donc, faut imaginer une suite d'hôtels, alors immense, et en même temps, c'est très vite petit quand on a 5 équipes de photographes. Voilà, donc il faut trouver 5 endroits où ils peuvent déjà être prêts pour que quand Kristen Stewart arrive, elle passe, 30 secondes, 1 minute par photographe, et puis elle repart.
Et ces photos-là, les photographes, ils vont les vendre pendant des années. C'est vraiment eux, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient là. Enfin, c'est très particulier comme moment. Et donc, pour les faire patienter, Monica m'envoyait des messages genre Kristen arrive ou Kristen est en retard ou voilà. Enfin, elle me détaillait ce qui se passait de son côté et moi, j'étais en charge de faire patienter les photographes. Voilà. Et donc, je posais un peu pour être sûr que les photos étaient bien. Enfin, bon, on rigolait bien. Et puis moi, j'avais pris un appareil photo jetable, tu l'as dit, sur ce Cannes 2016, parce que, enfin, j'étais déjà allé au festival avant, mais parce que avec un ami, on avait un film dans une petite sélection de courts-métrages, voilà. Et là, en tout cas, c'était la première fois où je venais travailler au festival. Et donc j'étais de l'autre côté et tout, et donc je m'étais dit, ah c'est dingue, je vais me retrouver dans des endroits mais fascinant quoi. Enfin, ça va être fou. Il y a peut-être des choses où j'aurais envie de prendre des photos dans la folie, parce que je savais qu'on allait beaucoup travailler, mais peut-être il y aurait un moment où on pourrait faire des trucs et tout. Et bon, à ce moment-là, j'avais pas de téléphone performant pour les réseaux sociaux et tout ça. Peut-être on en parlera plus tard. Mais en tout cas, je m'étais dit aussi que l'appareil photo jetable, c'était quelque chose d'inoffensif, que je pouvais prendre en photo les gens sans trop les déranger et qu'il n'y avait pas cette peur que la photo se retrouverait à l'autre bout de la planète instantanément sur Internet, que ce serait juste moi, dans le moment, on prenait une photo et tout. Et un des photographes, Philippe Kess, me voit avec cet appareil photo jetable et puis ça le fait marrer, puis on en rigole. Et puis il me dit ah mais attends, j'ai peut-être une idée, peut-être que Kristen elle pourrait prendre l'appareil et puis peut-être faire semblant de nous prendre en photo. Enfin bon bref, ça n'a pas eu lieu ce truc là, mais en tout cas on avait bien rigolé. Et puis Cannes se passe parce que Personal Shopper, je sais plus la chronologie, mais peut-être c'est le premier film dont on s'occupe, et donc du coup il se passe encore 10 jours après et je recroise Philippe Kess en sortant d'un je sais plus quel hôtel à la fin du festival, où en gros je retourne à ma chambre et puis je vais récupérer ma valise et rentrer à Paris. Et puis il me reconnaît et il me dit ah mais est-ce qu'on j'imagine qu'on va se revoir à Paris, puisqu'il comprend bien que je travaille avec Monica. Et je lui explique que non, moi c'était une mission ponctuelle qui faisait suite à un stage, mais que mon vrai métier c'était pas du tout attaché de presse. C'est un monde qui m'intéressait, ça avait été très chouette, mais en tout cas là, à ce moment-là, j'avais pas envie de le continuer ou de le faire tout de suite. Et il me dit ah d'accord, écoute, en vrai, je cherche un assistant. Et c'était quand même, enfin vraiment sur le coup, j'ai pas cru. Enfin j'ai cru que c'était une blague. Enfin c'était quand même très particulier, quelqu'un qui travaille comme ça dans ce milieu-là et comme ça parce qu'on a discuté, parce qu'on a un peu rigolé. Alors bon, évidemment, il nuance ça. Il me dit j'ai besoin d'un assistant, il faudrait qu'on se voit sur Paris, on pourrait en parler et tout. Mais en tout cas, il me demande quoi si ça m'intéresse. Fascinant. Et donc je lui donne mon contact. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y avait des grèves où il y avait un problème à la fin de Cannes 2016. Je sais plus exactement quoi, mais en tout cas, il était descendu en voiture et il n'a pas pu remonter tout de suite à Paris. Je sais plus exactement pourquoi, mais en tout cas, dans ce temps où du coup il était bloqué, je sais que dans nos échanges de mails, il y avait un lien vers mon travail dans ma signature, et du coup, dans ce temps un peu plus posé, il avait pris le temps de regarder ce que je faisais, qui était sur Internet à ce moment-là, les photos que je faisais. Et puis du coup, ça lui a plu. Et puis on s'est revus à Paris, on en a parlé, et de manière complètement folle en fait, il me proposait de venir au shooting où il pensait que ça allait m'intéresser. C'est quand même une opportunité. Enfin, c'est quand même dingue. Même en le disant comme ça, je me dis c'est fou d'être à ce point-là dans le j'ai besoin de quelqu'un, mais j'ai envie que ce quelqu'un il ait envie de venir autre que juste pour le travail quoi. Oui voilà, il m'appelait quand il pensait que ça allait m'intéresser. Donc on a fait des shootings photos. Mais des trucs fascinants. On a fait, je vais pas name dropper comme ça parce que ça n'a un peu aucun sens, puisque, enfin, par exemple, on a fait une photo avec Brian De Palma. Bon, ça a l'air incroyable comme ça, et en même temps, Brian De Palma, on est dans un hôtel, il est il sortait un livre, je crois. Il est dans son tunnel de presse. Nous, on le voit 3 minutes. Alors moi, je me dis, c'est fou. J'ai rencontré Brian De Palma, on l'a pris en photo, c'était quand même dingue. Lui, il s'en fout. Je veux dire, la rencontre entre Brian De Palma et moi, elle n'existe pas. Mais voilà, on a fait des choses comme ça, et à un moment, la presse photo, la presse cinéma s'effondre un peu, et du coup, il a de moins en moins de travail, et donc de moins en moins de travail à me proposer, parce que les magazines ont moins d'argent, parce que voilà, ça se fait moins,
Et puis parce que aussi il y a la démocratisation des téléphones. Enfin, il y a plein d'autres choses et la place du photographe est peut-être moins valorisée dans certaines presses ou en tout cas sur Internet. Et du coup, voilà, il y a moins en moins de travail. Et donc on se voit moins. Et puis avant tout ça, donc plus jeune, il avait fait des photos des pochettes d'albums. Et on lui propose à un moment de faire une pochette pour Clio, tu l'as dit, une chanteuse. Et il m'appelle et il me dit Théo, voilà, ça fait longtemps. Demain j'ai un shooting. Est-ce que ça te dirait de venir? C'est une chanteuse. Alors c'est une pochette d'album. D'habitude je le fais tout seul et tout, mais là j'ai pensé à toi. J'ai pensé que ça pourrait te plaire et tout. Et c'est marrant parce que Clio, à ce moment-là, moi je connais son travail parce que j'ai acheté son premier album. Donc là c'était pour la sortie de son deuxième, déjà Venise. Et j'avais acheté son premier album. Et je me dis mais c'est marrant. Bon, je vais aller voir Clio. On va se parler. Enfin, ça va être chouette. Enfin, voilà, comme d'autres shootings avant où j'avais rencontré des gens, puis c'était chouette. Et puis en fait, voilà, donc le shooting se passe chez Philippe. Donc c'est vraiment des conditions trop cool, trop détente. Chez lui, donc on avait tiré un fond de couleur et puis on faisait un peu des photos sur la terrasse. Puis enfin bon, bref, c'était très chouette. Et puis voilà, un shooting, il y a aussi des temps morts, il y a des temps où on change la lumière, où on se déplace et tout. Puis on discute un peu avec Clio et puis je lui dis que du coup j'ai acheté, je connais son travail. Et puis je vois bien qu'elle est un peu surprise parce qu'apparemment, elle me dit qu'elle en a vraiment vendu très très peu et que elle est contente de rencontrer des gens qui connaissent son travail et tout. Et puis à la fin de cette séance, elle très gentiment, elle me dit mais écoute, je cherche des gens pour peut-être faire des clips sur ce deuxième album. Est-ce que ça peut t'intéresser et tout. Et alors là, moi, je suis très heureux de cette proposition. Le clip, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et je suis trop content qu'on me le propose, quoi. Donc c'est fou. Mais tout de suite, je me souviens, je freine un peu, quoi. Je me dis, ah là là, oui, oui, d'accord, mais peut-être je peux t'envoyer mon travail, peut-être tu peux être sûr parce que tu m'as juste vu être assistant photographe, quoi. Bon, oui, on s'entend bien, ça se passe bien et tout, mais peut-être que je fais des images horribles, on sait pas. Et voilà, et on a échangé des mails. Elle a vu ce que j'avais fait à l'époque, donc c'était des courts-métrages, mon film de fin d'études et puis un autre film. Et puis elle a bien aimé, et puis on s'est parlé tout l'été parce que ça devait être fin juin début juillet. Et puis oui, à la rentrée, quand on a commencé une collaboration ensemble, on a tourné un premier clip. Enfin en fait, on a fait une session de clips dans lequel on en a tourné 2 d'un coup. T'as vu et Amoureuse, qui sont les titres. Voilà, et puis plus tard, on en a fait un 3e. Et voilà, et ça m'a passionné le clip. C'est trop bien, c'est un espace d'expérimentation. Et puis il y a un peu ce truc, ce temps très court où il y a une deadline, quoi. L'album sort, la chanson sort, il faut faire un visuel. Il faut faire quelque chose de fort, d'impactant, sans être sans effacer la chanson, disons. Enfin, c'est un exercice assez intéressant. Et voilà, et donc je continue toujours de le faire et c'est vrai, oui, un appareil photo jetable je me retrouve à faire des clips. Ok, merci pour cette explication. Du coup, peut-être puisqu'on est en train d'en parler, tu peux nous dire un mot sur ces clips-là. On détaillera plus tard sur ton processus créatif et les concepts que tu mets au cœur de chaque réalisation. Mais je crois que, de toute façon, il y avait déjà ça avant dans tes différents travaux avec tes courts-métrages et tout ça, mais dans ta vue, je crois qu'il y avait une espèce de challenge de filmer ça sur pellicule. Dans Amoureuse, tu t'es vraiment concentré aussi sur les paroles et que à chaque fois qu'elle dit amoureuse, il y a des pattes ou des aimants sur le frigo où ça se dessine un peu comme ça. Et puis après, moi, il y a mon préféré déjà Venise qui du coup je crois que vous avez pris 3 jours de tournage pour le réaliser, qui est quand même assez conséquent avec vous avez reconstitué un appart dans une piscine parce qu'il pleut réellement et que c'est pas des effets spéciaux et tout ça. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur le concept et la réalisation des clips que tu as fait pour Clio? Alors Clio, comment dire, en fait c'était vraiment une rencontre trop chouette, déjà parce que je rencontrais quelqu'un qui avait envie de travailler avec moi, mais on était surtout très proche sur de la cinéphilie ou parce que dans son travail
Elle a un rapport au cinéma très fort. Dans son premier album, il y avait une chanson hommage à Eric Rohmer, un des réalisateurs de la Nouvelle Vague. Dans ce deuxième album, il y avait une chanson en rapport avec Romy Schneider. Et voilà. Et donc oui, on pouvait parler de cinéma, on pouvait parler de cet univers-là, et pas forcément être dans le clip, le pur clip visuel et tout ça. Et du coup, c'était super d'essayer d'amener, disons. On va essayer de faire dans l'ordre. Dans le premier qui est sorti, t'as vu, on avait cette idée, en tout cas cette envie d'une micro-narration, parce qu'en plus dans la chanson, ça raconte une histoire. C'est un dialogue entre elle et disons la personne qui partage sa vie, où elle serait allée faire un tour et la personne se serait inquiétée qu'elle soit partie pour toujours, quoi. Et voilà. Et donc il y avait une unité de lieu, et ce pari que le clip serait intéressant et serait chouette sur juste elle qui est en bas d'une tour d'immeuble, et que ça créerait quelque chose et tout. Et dans cette idée de cinéma, dans cette idée de faire un lien avec en tout cas le cinéma qu'on aimait, à savoir plutôt un cinéma français mais des années 70-80, donc sur pellicule, et donc avec une certaine esthétique et tout, on avait fait le pari de le faire sur pellicule. Et aussi parce que j'avoue que dans mes projets, j'aime bien essayer des trucs que j'ai jamais fait, parce que ça m'amuse, et parce que j'ai pas forcément aussi envie de pas forcément de tomber dans un truc de répétition, mais c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui me pousse à faire des projets, c'est de découvrir des nouveaux trucs et de s'amuser, quoi. Et donc la pellicule, on l'avait jamais fait, et c'est un peu un rêve, quoi, quand on commence à faire du ciné et tout, la pellicule, c'est intriguant, quoi. On sait pas vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne. Enfin, ça a l'air un peu magique comme ça. Et voilà, et c'était vraiment un tournage très particulier, parce que tourner en pellicule ou tourner en numérique, en tout cas sur les projets que j'ai pu faire, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Parce que dès qu'on appuie sur le bouton, ça coûte de l'argent, la pellicule elle défile, puis on l'entend, il y a un petit moteur qui fait donc on entend l'argent partir. Et puis des bobines, on en a pas une infinité, quoi. Alors qu'en numérique, bon, alors c'est pas forcément vrai, parce que ça prend des places sur des disques durs, et voilà, mais en tout cas, oui, sur pellicule, quand on lance le moteur, il faut partir tout de suite, quoi. Et voilà, et c'était c'était un clip très chouette, travailler cette image un peu 70s, et puis ce décor aussi, cette tour d'habitation, qui est une des premières tours d'habitation dans Paris, donc dans le 13e, qui est dans son jus, quoi, des années 70, qui correspondait bien aussi à notre esthétique et tout. Voilà, donc oui, la pellicule, c'était une expérience intéressante. Et puis après, comme je disais, on en a tourné 2 en même temps, donc T'as vu et puis Amoureuse, et pas tant dans l'idée de pas faire 2 fois la même chose pour moi, mais en tout cas pour elle, d'essayer de lui proposer des idées vraiment radicalement différentes. Là où T'as vu, c'était plus narratif, où on prenait le temps, où on se reposait sur le texte, enfin c'était juste elle, disons, qui déambulait en bas de la tour d'immeuble. C'est très résumé comme ça, mais il se passe plus de choses, je vous assure. Là, Amoureuse, l'idée c'était peut-être d'aller plus, en tout cas, vers le concept de clip, et donc de jouer avec ce qu'elle raconte. Alors au début, l'idée de départ, c'était d'avoir des couplets où elle était dans différents endroits de Paris, et elle nous chantait la chanson, et qui était entrecoupé des refrains où elle répète amoureuse en boucle comme ça. Et donc pour avoir une différence, donc il y avait que elle qui chantait dans les couplets, et puis amoureuse, comme tu l'as dit, c'était juste des occurrences de amoureuse écrites de plein de manières différentes. Et ça, c'était très ludique, c'était très rigolo à faire déjà en préparation, parce qu'il fallait s'imaginer tous les endroits où on pouvait écrire amoureuse, et c'est trop rigolo d'essayer d'imaginer ça. Et après en tournage, moi, ça me passionne. J'adore ça. Filmer des petits trucs, des petites vignettes. Je sais pas trop. On appelle ça comme ça, j'ai l'impression. En tout cas, des petits plans, des petites choses. Mais en fait, ça demande énormément de travail, parce que, je sais pas, je pense par exemple il y a un plan c'est juste des lettres aimantées sur un frigo. Alors on se dit oui, on va filmer ça, mais après il faut quelle est l'ambiance lumineuse. Comme on est en très serré, on peut fabriquer tout ce qu'on veut. On peut faire une ambiance nuit, on peut faire une ambiance de jour. Est-ce qu'il y a un reflet de lumière? Est-ce que oui, non, quoi? Il y a plein de choses à imaginer, et donc comme il y avait beaucoup de vignettes, il fallait aussi non seulement que ce qui s'y passe dedans soit différent, mais que les ambiances lumineuses soient aussi différentes. Et là, ce tournage, c'était une journée entière de vignettes dans un appartement.
chez Elodie, la République. Merci à elle de nous l'avoir gentiment prêté. Il y avait de la place en tout cas pour faire toutes ces petites vignettes. Et c'était trop bien, mais c'était vraiment très sport, quoi, parce que le dispositif changeait à chaque fois, quoi. Il y avait un plan où il y avait de la soupe à la tomate avec des nouilles alphabet, et puis après il y avait un plan où il fallait filmer avec une loupe par-dessus l'objectif Madame Bovary, puis je sais pas, il y avait 1000 choses, quoi. Vraiment, c'était foisonnant. Voilà, et puis après un peu plus tard donc ça c'était l'idée de départ, et puis on a rajouté aussi dans les couplets des jeux un peu avec son texte, et de manière un peu imagée essayer de montrer peut-être de manière un peu décalée, ou de jouer avec les mots. C'est très difficile d'expliquer, mais j'ai l'impression que quand on le voit c'est assez clair, et voilà, et je me souviens que dans ces idées là qu'on avait rajoutées, je m'étais amusé à glisser un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, à savoir casser un œuf. J'ai des idées comme ça, des marottes, hein. Enfin, faut pas. Et je sais pas d'où ça. Enfin, si, je sais d'où ça me vient. C'est une pochette d'un album. Évidemment, j'ai oublié le titre. Et je sais pas pourquoi cette pochette, elle m'avait marqué. C'est une main qui éclate un œuf, quoi. Prise au flash. Enfin, vraiment, la photo est. Enfin, c'est absurde, quoi, cette main qui éclate un œuf. Et je sais pas, ça m'était resté. Et donc, à un moment dans le texte, elle dit ça mérite pas toute cette violence, je crois. Et je sais pas, ça a un peu tiqué dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre comme image pour dire ça mérite pas toute cette violence? Et on peut faire 1000 choses. Et puis, j'avais pas envie de rentrer dans un truc soit très évident, donc vraiment être très violent, ou d'être voilà, ou de rentrer dans on aurait pu aussi rentrer dans quelque chose de très graphique, de la lumière, enfin un univers rouge, des filtres, enfin choses et tout. Et je sais pas pourquoi je me suis dit mais on va prendre un peu le contre-pied, on va casser un œuf, et puis la violence elle sera aussi dans cette image. On a refait pareil, hein. On a fait un flash et tout, enfin c'est une image aussi un peu violente, quoi, le carrelage qui voilà. Et comme ça mérite pas toute cette violence, on l'a mis à l'envers, donc l'œuf se refait, voilà. Et ça oui, je me souviens que c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, que j'étais trop content. C'est vraiment un enfant, quoi. Ah yes, on va casser un œuf. Et ben c'est pas si simple, hein, de casser un œuf. Voilà. Et ça, on l'apprend aussi en le faisant. Mais c'est trop bien d'avoir des idées, de se dire oui, on va casser un œuf, et il faut le mettre en place, quoi. Donc voilà, je vous invite à essayer chez vous. C'est pas évident. Et en plus, c'est pas évident pour qu'il casse, parce que des fois, il cassait et c'était pas beau, quoi. C'était pas graphique. Il y avait pas un œuf qui explosait, quoi. Voilà, et c'est une bonne transition, cette histoire d'imaginer des choses et la difficulté de les mettre en place, pour parler du 3e dont tu parlais, déjà Venise, où là c'était plus tard. L'album était déjà, je sais plus si l'album était déjà sorti ou si il allait sortir. Bon, en tout cas c'était plus tard, et donc l'idée c'était de faire un clip radicalement différent où Clio serait pas dedans, et donc du coup il fallait. En fait, on s'est posé un peu les questions à l'envers, c'est-à-dire que Clio n'apparaissait pas dans le clip, donc il fallait justifier, entre guillemets, le fait qu'elle apparaisse pas. Donc ça voulait dire trouver un dispositif ou quelque chose pas qu'elle pourrait pas faire, mais que ce serait plus malin si c'était quelqu'un d'autre qui le ferait. Et donc on est rentré dans de la pure fiction, là, pour le coup. On a fait appel à des comédiens et une comédienne, Pablo Poli et Esther Garel. Et donc l'histoire, donc la chanson c'est déjà Venise. Et alors là, on a eu 1000 idées, quoi. Et puis dans les idées, il y a eu l'idée de partir à Venise, évidemment. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ce serait trop simple d'aller à Venise. Et puis la chanson racontait pas vraiment ça. C'est la chanson d'un couple qui se sépare, un couple qui prend l'eau, pour faire des métaphores filées. Et donc assez vite, on a viré cette idée d'aller à Venise, et on s'est dit qu'on allait ramener Venise dans le clip, dans l'appartement, et de le faire autrement, quoi, et de jouer avec l'eau. Et donc j'ai proposé cette idée qu'il allait pleuvoir dans l'appartement, et que l'eau montait, et puis qu'il y avait tellement d'eau que ils étaient obligés de nager. Et puis là on rentrait dans un truc un peu fantastique où il y avait plus de plafond, ils sortaient de l'eau, et on était là, cette fois-ci on était dans un lac avec leurs meubles qui flottaient, voilà. Et moi j'ai un peu proposé ça en me disant c'est la première idée, on verra ce qui sera accepté. Puis ils ont dit oui. Alors après aïe aïe aïe, il faut le faire, quoi.
Et là, on rentre dans la préparation, et là, c'est une autre histoire, quoi, parce que c'est très rigolo, hein, d'être devant un ordi et de se dire, ouhou, on va pleuvoir dans un appart, puis il faut le fabriquer, et donc, à la production, on avait quelqu'un dont ses parents avaient une piscine, et on avait la chance que cette piscine soit à fond plat, et non pas avec un petit bain et un grand bain. Donc ça voulait dire que, hypothétiquement, on pouvait la vider, qu'on pouvait être dedans à plat, donc on pouvait construire peut-être un appartement dedans, construire un appartement, des feuilles de décor et faire croire qu'on est dans un appartement. Et puis, comme on est dans un environnement où on peut mettre des tonnes d'eau, là, il fallait trouver un système. Donc, ils ont fabriqué des gouttières. C'est une piscine couverte aussi, ça c'était chouette parce qu'on pouvait occulter du coup la lumière du jour et donc fabriquer la lumière qu'on voulait. Et donc dans cette structure couverte, ils ont fixé des gouttières qu'ils avaient percé de trous. On l'a rempli d'eau et on a juste tourné les gouttières quoi pour qu'il pleuve. Et c'était très stressant parce que c'est le concept du clip, hein, c'est l'idée même du projet, c'est ça. Et pour des questions techniques, c'est le dernier plan qu'on a dû tourner. Parce qu'évidemment, une fois que le décor a pris l'eau, il a pris l'eau, quoi. On pouvait pas faire 1000 prises. Les costumes, on les avait un peu en 2 ou 3 exemplaires parce qu'il y avait des prises de vue dans le lac. Et peut-être on aurait besoin de refaire les scènes et tout. Mais voilà. Là, le décor, le canapé, la table, même les murs, c'était foutu, quoi. Donc, on a été obligé de le tourner à la toute fin. Donc, il fallait avoir on revient à cette idée on fait tous le même film, mais il fallait quand même avoir j'allais dire une croyance, mais fallait y croire que ça allait le faire. Et donc, faire en sorte, dans tous les autres plans, parce qu'en tout cas, on pouvait pas faire remplir la piscine d'eau. Donc, il allait y avoir l'effet de pluie, puis après, ça serait une transition, quoi. L'eau serait déjà là. Et donc, il fallait que ce plan d'eau, il fonctionne. C'était très stressant. On l'a tourné à la toute fin. On a fait une prise. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Alors, je sais pas si c'est un regret ou quoi, mais en tout cas, peut-être on aurait pu le faire différemment. Mais c'est pour ça que dans le clip, ils sont statiques. Esther et Pablo, ils bougent pas. J'avais tellement peur de leur donner quelque chose à faire et que d'une manière X ou Y, ça marche pas. Oh merde, quoi. On aurait été foutus. Du coup, c'est pour ça ils sont là et puis ils se regardent pas et puis il commence à pleuvoir, puis il leur pleut des trompes d'eau là. Et c'était trop bien, c'était hyper grisant. Mais oui, ça rejoint aussi peut-être cette idée de j'aime pas faire 2 fois la même chose, mais j'aime si on fait un projet, autant faire des trucs qu'on fait pas dans la vie. Sinon c'est pas marrant. Enfin, moi je vois ça comme ça. Je comprends bien qu'il y a des gens qui font des films peut-être plus réalistes ou quoi, mais voilà. Ouais, mais en tout cas le résultat est très réussi. Je vous invite à regarder le clip de Clio déjà Venise. Et du coup, j'ai envie de parler de tes teasers non contractuels parce que là tu nous as parlé de l'œuf cassé et aussi parce que alors en fait à chaque fois que tu sors un clip, t'as l'habitude de faire une petite mini vidéo, mini ou longue d'ailleurs, ça dépend, sur YouTube. Donc là par exemple le dernier c'est un clip de Augustin Parcy. Oui, c'est ça, Augustin Parcy. Voilà, qui donc Dunkerque. T'as réalisé son clip et il y a des rushs que t'avais envie de garder. Donc en fait, c'est presque comme si t'as fait un deuxième clip avec une autre musique sur ton YouTube, avec cette idée que quand c'est le jour J où tout le monde poste la même vidéo, surtout voilà avec potentiellement une bande de potes ou dans certains milieux et tout ça, donc t'as toujours le même lien qui tourne et se dire en fait moi j'ai envie de mettre un truc en plus, puis montrer aussi, mettre en avant ton travail de réalisateur, puis s'amuser aussi parce que je pense que voilà ça fait un partie beaucoup de tout ce que tu fais. Et donc du coup en tout cas pour ces 2 clips là, donc t'avais fait un teaser non contractuel où tu dis voilà mon rêve c'était de casser un œuf et ça y est je l'ai fait dans un clip. Et pour Déjà Venise, je trouve le résultat sublime parce qu'en fait tu te filmes toi justement dans ce décor et du coup ça n'a rien à voir avec le clip mais on reconnaît le décor et tout ça. Donc t'as vraiment cette volonté de faire des teasers non contractuels. Et en plus on avait parlé la dernière fois parce que t'avais fait un teaser pour un de tes courts-métrages. Je ne sais plus lequel. Le titre du film, c'est J'ai une théorie sur l'amour. Ouais. Et en fait, on disait justement qu'il y avait un décalage parce que ça ressemblait trop à un vrai teaser et que moi, quand après j'avais vu le court-métrage, j'étais
Du coup voilà, et que là du coup comme tu te mets aussi en scène, on comprend très bien que y a pas ce truc là. Donc comment ça t'est venu ces teasers contractuels, pourquoi tu les fais, pourquoi t'as envie de continuer à les faire, je sais pas, enfin est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Je sens que la réponse va être très très longue parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dedans. Enfin si j'y réfléchis, en tout cas il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Si je reviens un peu à la base, je me souviens que à l'école de cinéma, on avait fait donc un film de fin d'études. Le mien s'appelait Triangle, et on devait faire une bande-annonce. Et on avait eu des cours sur la bande-annonce, et on avait un peu trouvé 3 types de bande-annonce, quoi. La bande-annonce où c'est juste de l'ambiance, donc c'est des extraits du film, mais on sait pas trop de quoi ça parle, mais on essaie de nous vendre un truc. Il y a la bande-annonce qui raconte tout le film, quoi. Et puis il y a un 3e type de bande-annonce un peu bizarre, mais qui est une bande-annonce concept, on pourrait appeler ça comme ça. Et je me souviens qu'on avait regardé notamment la bande-annonce de On connaît la chanson de Alain Resnais. Et en fait, donc le principe de On connaît la chanson, c'est donc à tout moment les personnages se mettent à chanter, mais donc les vraies chansons arrivent comme ça dans le film. Et la bande-annonce, c'était le contre-pied, c'était l'effet inverse. Donc c'est juste les comédiens assis sur un fauteuil et qui jouent des textes de chansons. Donc par exemple, il y a Jean-Pierre Bacry qui joue une chanson de Joe Dassin, ça n'a aucun sens, mais pourtant il y a pas d'image du film, il y a pas, on sait pas de quoi, enfin c'est très étrange, et pourtant quand on le voit, c'est un peu comme l'évidence, quoi. Ça pourrait pas être autre chose, la bande-annonce. Elle est parfaite, cette bande-annonce. Elle, c'est le concept, c'est le projet, c'est le truc. Et ça m'avait beaucoup intéressé, beaucoup plu, puis ça me fait marrer, en fait, tout simplement. Et après, donc sur Triangle, on sait pas exactement, on avait essayé un peu de faire ça, qui est un peu un concept. Bon, on n'est pas, voilà. Après, sur J'ai une théorie sur l'amour, qui est donc mon 2e court-métrage qu'on a fait un an et quelques après à l'école de ciné. On a fait le film, et puis on s'est posé la question de faire une bande-annonce ou pas, et puis bon, le film fait 10 minutes. C'est particulier de faire une bande-annonce pour un film qui fait 10 minutes. Enfin, je comprends qu'on n'ait pas forcément 10 minutes devant soi pour lancer, et on a peut-être envie de savoir de quoi ça parle et tout, mais les courts-métrages, souvent, ils sont soit en festival, soit sur internet. Enfin, une bande-annonce, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je ne sais pas. J'ai pas répondu à cette question. Et je m'étais amusé à récupérer des idées qui avaient été jetées dans des versions précédentes de scénario, un rapport avec des statues et tout qui avait été viré, puisque donc J'ai une théorie sur l'amour, pour peut-être contextualiser, c'est un film, l'histoire c'est l'histoire d'un garçon qui a un prénom de Caillou, qui s'appelle Pierre, et qui tombe amoureux que de filles avec des prénoms de fleurs. C'est ça le pitch. Et du coup, dans l'histoire, j'avais écrit tout un truc avec comme quoi ses parents c'était des statues qui s'appelaient Pierre et tout. Enfin bref. Et voilà. Et je me suis dit, on va peut-être récupérer ça. Donc j'étais allé faire des photos de statues. Le film étant en couleur, j'ai fait des photos en noir et blanc. Enfin, tout est un peu le contre-pied, quoi. Donc il y a une voix off, mais c'est une voix robotique. Il y a une musique qui sera pas dans le film. Et oui, c'est un teaser qui était une manière de dire, voilà, j'ai fait un court-métrage. Et puis je vous le donne comme ça, mais c'est plus quelque chose pour donner envie de s'intéresser au film plutôt que d'avoir vraiment envie de voir le film pour des raisons qu'on aurait expliquées dans la bande-annonce, quoi. C'est plus une envie de donner une impression et moi j'ai l'impression que en tout cas le teaser et le film ils ont c'est moi qui les ai faits, donc il doit y avoir quelque chose en lien quand même, mais ils ont une énergie commune, ou que quand on a vu les deux, j'ai l'impression que ça fait sens, quoi. On aurait pu faire d'autres teasers, on aurait pu faire d'autres choses, mais les deux sont liés, ça fonctionne. Et après, donc dans la suite logique, quand j'ai commencé à faire des clips, alors j'ai pas eu tout de suite cette idée, parce que faire des teasers pour des clips, ça, personne fait ça, c'est quand même complètement con. Non, au contraire, moi je trouve ça génial. Et voilà, et du coup sur le premier, t'as vu, j'en ai pas fait, et sur le deuxième, Amoureuse, tu l'as dit, le teaser c'est cette histoire de l'œuf là que je raconte. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit c'est trop con, les gens ils vont voir le clip et tout, et enfin aussi moi j'aime bien écouter des commentaires audio de films ou des interviews de gens qui racontent un peu les coulisses, les trucs et tout. Et je me dis, tant qu'à faire, si je peux le dire directement, autant le faire. Et donc, je m'étais amusé à faire un montage qui n'a rien à voir avec le clip, mais vraiment rien à voir. Juste pour dire à la fois, bonjour, j'ai sorti un clip, j'ai cassé un œuf, je suis content. Voilà, puis le lien pour aller voir le clip, quoi. Et oui, et tu l'as dit, au début, il y avait cette idée en effet, on le partage sur les réseaux et tout, et donc forcément on se retrouve tous soit à partager le lien du clip, soit à partager, maintenant on fait peut-être des vidéos plus courtes du clip pour montrer qu'il y a un clip et tout.
Et moi, ça m'amusait de me mettre en scène et de faire des bêtises. Donc voilà, et puis après, je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai envie de continuer. Donc je l'ai refait sur Déjà Venise. Alors Déjà Venise, tu l'as dit, c'est moi qui me mets en scène, mais c'est carrément moi dans le décor enfin, c'est un plan sur la pause déj, on s'entraînait sur le mouvement de travelling, et donc je faisais juste la doublure, quoi. Et j'ai récupéré ce plan au rush, ça me faisait marrer de me mettre en scène et tout. Je les ai pas tous en test, les teasers non contractuels, mais au début, ils s'appelaient au début, j'avais faudrait que je les renomme tous d'ailleurs, titres non contractuels. Mais au début, ils avaient des titres un peu marrants, un peu comme des vidéos YouTube, quoi. La première, je crois qu'elle s'appelle J'ai quelque chose à vous dire. Un truc vraiment hyper premier degré, genre, un peu, avec une photo noir et blanc un peu deep, genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe, alors que c'est vraiment une blague, quoi. Mais tout de suite, quand l'image démarre, j'avais écrit teaser, et je me disais, mais c'est pas vrai, c'est pas un vrai teaser, je peux pas flouer les gens, quoi. Faut qu'ils sachent tout de suite que c'est une blague. Et je sais pas, je trouvais l'appellation non contractuelle, ça me fait marrer. C'est dans les messages à la radio ou dans les pubs, ou même des fois, je sais pas, sur les paquets de gâteaux, il y a écrit présentation non contractuelle. C'est fou de se dire qu'on vit dans un monde où, genre, à tout moment, on peut prendre un procès, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que quand tu achètes une bouteille de jus d'orange, si quand si tu verses ton verre de jus d'orange, il ressemble pas à la photo, s'il y a pas écrit photo non contractuelle, tu peux les attaquer, c'est quand même dingue. Et je me suis dit, ah, ça serait marrant de garder ça, quoi. Oui, c'est un teaser, mais je vous ai prévenu, il est pas contractuel. Tout ce que vous voyez dedans, ça sera pas vraiment le clip, ça sera pas vraiment ça. Et puis j'aimais bien le titre, donc je l'ai gardé, quoi. Et justement, dans ton travail, alors, en fait, il y a beaucoup de choses. Enfin, comme on a dit, il y a des clips, il y a des courts-métrages, et il y a aussi tout ce que tu produis sur Internet. Donc, faut aussi raconter comment je t'ai connue. Je suis tombée, alors je sais plus comment, via les algorithmes. Je sais qu'on a en commun la passion pour le groupe Catastrophe. Donc, je pense que c'est via comme ça que je t'ai découvert, et je suis tombée sur cette vidéo où tu racontes comment, en gros, se débarrasser des mauvais souvenirs de l'année 2020. Qui est quand même une vidéo complètement improbable, avec genre sous fond de vieux Windows, là, la prairie et le ciel avec les dossiers, voilà. Et puis après, enfin, je crois que c'est un tuto. Oui, c'est un tuto. Et alors après, tu te mets à danser sur une chanson dont je garderai le suspense, mais qui les paroles correspondent tellement magnifiquement bien à cette année 2020 que nous avons tous vécu. Donc, je vous inviterai à regarder ça si vous avez envie. Je mettrai le lien en description. Mais du coup, en fait, je trouve que ça représente bien tous tes travaux, parce que tu as 1000 petites vidéos créatives sur ton Instagram, ou avec toujours un aspect un petit peu décalé, avec de l'humour, de l'absurde, un côté aussi un peu rétro, et voilà. Donc c'est vrai que tu détournes les codes aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que tu détournes aussi les codes, notamment donc tu fais des ateliers aussi pédagogiques à côté, dans des musées ou à la cinémathèque, et donc tu avais fait à la suite d'une question un tutoriel sur comment faire la tête flottante. Oui. Et tu avais détourné aussi les codes des tutoriels, parce qu'en plus toi t'en consommes beaucoup, Oui. voilà, donc j'ai pas véritablement de questions à dire, mais je sais. T'inquiète, je vais rebondir et tout. Non, mais peut-être juste pour refaire un petit peu de contexte, juste au début du deuxième confinement, enfin juste avant, j'avais commencé une activité d'atelier pédagogique, et oui, on m'avait demandé, enfin une des vidéos que j'avais fait sur Instagram, c'est ce que j'ai appelé, disons, la tête flottante. Donc c'est un effet qui est assez répandu. Enfin, j'ai rarement des idées qui me sortent tout seul de la tête, hein. Souvent, pas je copie des trucs, mais genre je vois quelque chose. On en a parlé avec l'œuf là. Je vois un truc et je me dis, ah tiens, j'ai envie de le refaire. Du coup, ça m'intéresse de me dire comment ça fonctionne, comment j'aimerais le refaire, et tout ça s'intègre après dans mon travail. Donc ça se voit pas forcément. Enfin, tout ça est lié, s'intègre. Et donc oui, il y a cet effet de la tête flottante où je vais essayer de le décrire, mais c'est très visuel. J'ai fait une vidéo où je danse à moitié, et donc il y a des versions figées de moi qui arrivent. Et donc moi dans le jeu j'essaye de prendre la forme, mais évidemment au montage c'est l'inverse, quoi. Donc évidemment que je vais rentrer dans la forme. Enfin voilà.
C'est vrai que c'est pas facile à décrire. Non. C'est très visuel, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup cet effet sur les vidéos TikTok ou les reels de danse. C'est quand même un truc assez. Ouais. Et du coup, je l'ai vu et je me suis dit, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire avec? C'est juste, tiens, j'ai envie d'essayer cet effet, ça me fait marrer, comment on fait? Bon, je l'ai fait à ma façon, je ne sais même pas si c'est vraiment comme ça qu'on doit le faire. En tout cas, j'avais trouvé un système pour le faire, on m'a demandé comment le faire, c'était le confinement, j'avais du temps, et donc j'en ai fait un tuto. Et alors oui, tu disais les tutos, j'en consomme beaucoup, mais tout ça, détourner les codes, tout ça, les tutos, j'allais dire, c'est la culture internet, quoi, ce truc de partage. Et puis ça crée des codes en fait, les tutos, ils ont leur code, un peu leur intro, leur son un peu dégueulasse, les gens qui sont pas forcément à l'aise ou des fois trop à l'aise. C'est fou des fois. Je crois que vraiment sur YouTube, il y a des tutos sur tout et n'importe quoi, des tutos qui durent 10 secondes quoi. Et c'est fou cette idée de transmettre, cette idée de faire des tutos. Donc on me demande de répondre à ça et je me dis je vais faire un tuto. Et évidemment, je suis pas capable. Ça ne m'amuse pas de faire un truc premier degré, donc je me retrouve à faire un tuto un peu second degré. Je suis pas volontairement pas très à l'aise dans la vidéo, mais bon, j'ai pas fait 1000 prises quoi, c'est une prise quoi. J'ai dit bon, enfin, là j'ai raconté. Et en fait cette vidéo elle est particulière parce qu'elle est bizarre quoi. On sait pas si je suis premier degré bizarre ou alors pas. Est-ce que c'est une blague, mais en même temps c'est un vrai tuto hein. Donc si on peut vraiment récupérer des infos dans ce tuto. Voilà, donc oui, il y a un peu ce truc de détourner les codes, mais de s'amuser, d'être tout le temps à la limite entre est-ce que c'est du premier degré ou pas. Et après, le plus important aussi, c'est que je m'amuse en fait. Je suis vraiment mon premier public. Si ça m'amuse pas, je le fais pas quoi. Ouais, parce que en fait, j'allais dire d'où vient un peu ta créativité, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a des idées très. Alors je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça quand même. Déjà, j'ai vu qu'il y avait une live session dans ta salle de bain où tu reprends une chanson. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, je suis fan d'Alizée historiquement. Les vrais savent. Donc j'étais là, mais comment j'ai pu passer à côté de cette vidéo? Bon bref, tout ça pour dire que donc il y a une live session, donc voilà où il y a une vidéo où tu es allongé sur le sol et tu racontes que finalement on n'a pas parce que je pense effectivement c'était pendant le deuxième, troisième confinement. Enfin, je ne sais plus combien on en a eu. Où tu parles de la planète Mars, du monde d'après, un autre où tu fais un Guinness des records de fusée. Tu parles aussi de ton plâtre. Enfin voilà, ça part en vrille dans tous les sens. Oui, c'est vrai que raconter comme ça a l'air complètement fou. Mais dans ma tête, c'est un peu comme ça. Hein. Il y a un peu des trucs qui partent dans tous les sens, des idées, et après j'essaie de canaliser. Et de me dire tiens sur ce projet-là on pourrait mettre ça. Et comment t'arrives à venir à bout d'une idée, parce que je sais qu'une fois tu m'avais dit c'est dur quand on n'attend pas ton taf. Je sais que par exemple tu es ultra fan de métronomie et que un de tes rêves c'est de faire un clip de métronomie et en attendant t'avais dansé sur le titre Corinne en rajoutant donc ça c'est intéressant aussi parce que dans les processus tu m'avais expliqué que pour le tuto justement et pour celui-là en fait t'as fait une prise du truc et c'est après au montage que t'as vraiment rajouté des effets visuels dessus parce que bon donc encore une fois tu danses mais sauf que là il y a plein de dessins autour et voilà et celui-là particulièrement ça avait été très long et tout et je me dis même ces petites vidéos sur Instagram faut être motivé quoi. Oui après mais c'est ce que je disais, je suis vraiment mon premier public en fait. Tant que je suis pas content, ça ne sort pas. Voilà. Après, il y a des projets. Enfin, en fait, c'est un peu compliqué comme question parce que vraiment chaque projet est différent. Tu parlais de la live session dans ma salle de bain. Cette vidéo, elle est hyper particulière parce que si on tombe sur mon compte Instagram et qu'on me connaît pas dans la vie et tout et qu'on découvre un peu tout ça, on sent qu'il y a un peu un truc second degré, on sent qu'il y a un peu un truc un peu bizarre. Et puis là, c'est genre un plan fixe de moi qui chante Moi Lolita dans ma salle de bain. Le décorum est un peu particulier, mais moi je sais que je suis hyper premier degré quoi. Mais alors il faut savoir que je sais pas ni jouer de la musique ni chanter, donc je chante vraiment pas bien. Enfin c'est un peu bizarre. Et puis elle est très longue quoi. La vidéo est en entier, je fais la chanson en entier et puis il y a pas de vanne quoi. C'est juste ça. Et ça je me suis dit tiens j'ai envie. J'avais récupéré un synthé qui était chez mes parents que j'avais quand j'étais petit. J'avais envie de le récupérer. J'ai eu envie en fait j'ai eu envie de le faire. Je sais pas il est dimanche 11h. À 21h30 c'est en ligne quoi parce que aussi c'est tellement enfin comme je sais pas chanter et tout
si je travaille dessus pendant trop longtemps, à un moment je vais me dire oh là là mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pourquoi je mets ça sur internet, les gens machin. Et en fait j'ai aucun impact, hein. Tu disais au début j'ai doublé mon nombre d'abonnés, mais enfin bon, je m'adresse à hypothétiquement 600 personnes. Combien l'algorithme montre mes choses aux gens, j'en sais rien. Juste moi ça m'a amusé de le faire, je l'ai fait. Après oui, la vidéo de Corinne là de Métronomie que j'ai appelé un Scopitone là. Ça c'est parce que j'avais envie de m'essayer. Enfin, j'avais un projet de court-métrage où il y aurait qui mélangerait prise de vue réelle et dessin, et j'avais envie pour pouvoir un peu en parler avec les gens qui allaient dessiner sur le film, m'essayer au dessin. Puis je me suis dit c'est quoi la vidéo sur laquelle je serais capable de passer du temps. Peut-être ce serait un truc, oh j'aime bien cette chanson, j'ai qu'à me filmer en train de danser, parce que oui je sais pas chanter mais je sais pas danser non plus, enfin je sais pas danser. On peut dire que oui ou non, enfin chacun a son avis, mais j'ai pas pris de cours, enfin c'est pas pensé quoi, c'est vraiment un peu la musique, la réaction que j'en ai et tout. Et après oui ça a pris du temps de dessiner image par image dessus, en plus enfin techniquement j'y connais rien, j'ai pris le mauvais logiciel, j'ai fait n'importe quoi, il y a eu des problèmes techniques qui ont ralenti aussi le processus. Mais oui je pense que tant que j'étais pas content, ça sort pas. Et donc comment j'arrive à aller au bout des projets, c'est juste moi qui ai envie de voir le projet en fait. Et aussi parce qu'il y a un moment où j'ai passé trop de temps dessus, faut que ça sorte quoi. Enfin, c'est con de que ça sorte pas, mais même pas pour les gens quoi, pour moi quoi. J'ai envie d'aller au bout. Et puis il y a un peu un truc aussi où j'ai du mal à me lancer dans un autre projet tant que j'en ai pas. Enfin, s'il y en a un qui est commencé, j'ai du mal à vraiment en commencer un autre. Donc c'est important d'avancer de trucs. Je sais pas, la vidéo où je fais un Guinness des records d'un saut qui se transforme en fusée, j'avais l'idée de l'effet. Après j'ai écrit une petite histoire dessus, puis voilà, je l'ai fait assez rapidement. En fait chaque projet est un peu différent, les teasers non contractuels c'est pareil. Mais est-ce que Instagram c'est un peu ton laboratoire pas de création? Tu disais faire des bêtises, mais ouais, faire des bêtises, ouais, c'est important de faire des bêtises. Enfin c'est des bêtises, hein. Je sais pas si c'est mon laboratoire de création, parce que en vérité dans mon travail je suis très, dans les clips que je peux faire ou quoi, je suis très libre. Alors oui, il y a un cadre, il y a une chanson à mettre en valeur, il y a des logiques économiques, il y a des choses qui rentrent en compte, mais on m'a jamais refusé une idée ou voilà. Enfin quand j'ai dit on va noyer un appart, on m'a dit oui, donc ça va. Mais oui, en fait, c'est pas tant que c'est un laboratoire, c'est qu'il y a des idées, elles n'ont pas de place ailleurs que dans une vidéo débile de 10 secondes quoi. Donc il se trouve que Instagram c'est un endroit où on peut les publier, donc c'est là où je les mets. Mais je vois pas vraiment ça comme, bon ça va contredire ce que je viens de dire il y a 2 minutes sur sur le dessin, mais je vois pas vraiment ça comme tiens j'ai envie d'essayer ça pour plus tard. Du coup je l'essaye et tout. Après tout ça n'est pas vraiment réfléchi, hein, tout ça c'est un peu au jour le jour, en fonction des projets et en fonction de mes envies quoi. Du coup, pourquoi tu t'es mis sur Instagram, surtout qu'en plus je sais que pendant longtemps t'as pas eu de smartphone à proprement parler, et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi Instagram? On parlait enfin je sais que tu voulais me parler des relations parasociales, alors peut-être que ça peut être plus large. Enfin déjà nous on se serait pas rencontrés sur Instagram, mais je sais pas, enfin voilà, quelle est la place d'Instagram dans ta vie? C'est particulier parce que en fait depuis toujours, enfin tu vois je disais les stop motion et tout, très vite je les ai mis sur internet, sur Dailymotion, et je sais pas, en fait j'étais assez jeune, hein, je pense que j'étais en 5e. C'est jeune quand même. Bon, aujourd'hui on trouve ça normal qu'il y ait des enfants sur internet, mais voilà. Moi je mettais des trucs sur Dailymotion et c'était, en fait les vues j'en avais un peu rien à faire. J'étais vraiment dans un truc de oui il y a des gens sur internet, ils font des vidéos, ils les mettent en ligne, moi je vais faire pareil. Voilà, et donc en fait tout ça c'est un peu la suite logique quoi. Il y avait Dailymotion, puis après il y a eu YouTube, et puis il y avait Facebook, et puis à un moment il y a eu Instagram. Après oui, tu le disais, pendant longtemps j'avais un téléphone qui était pas du tout performant, je pouvais pas aller sur Instagram avec mon téléphone, ou j'avais on m'avait prêté un autre téléphone que je me servais juste pour Instagram, c'était vraiment un outil. Et au début je suis allé sur Instagram parce que j'avais envie de consommer du contenu qui était que là, tout simplement. Puis après à force de voir du contenu, on a envie d'en faire. Voilà, après oui, sur cette histoire de relations parasociales, ça paraît très sérieux comme ça, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Tu me l'as dit tout à l'heure, cette histoire de j'ai doublé mon nombre d'abonnés, enfin bon, je sais pas exactement combien j'en ai, mais disons 600 et quelques.
c'est fascinant de se dire qu'il y a 600 personnes. Dans ces 600, il y en a tellement que je connais pas. Je sais pas qui c'est, je sais pas comment ils sont tombés sur moi. Et puis tout de suite, ça pose la question de qu'est-ce qu'ils savent de moi. Ça, c'est particulier, quand même. Parce que moi, quand je vois mon travail, je connais le contexte. Je connais à quel moment de ma vie, qu'est-ce que j'avais en tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et tout. Les gens, ils voient que le produit final. Donc je ne sais même pas ce qui transparaît de mon travail. Qu'est-ce qu'on pense de moi ou de mon travail ou quoi, j'en sais rien. Et c'est particulier de se dire qu'il y a des gens que je ne connais pas qui ont accès à ça. En plus, dans un réseau social où il y a une possibilité d'interaction, de commentaires, de messagerie directe, on peut se parler, c'est hyper particulier. Après, c'est très chouette. Il y a des gens qu'on peut rencontrer après dans la vraie vie, il y a des rencontres qui se font, il y a des choses très chouettes qui arrivent. Après, il y a des relations qui restent que en ligne. Et on se parle que à distance, et puis c'est comme ça, mais c'est un monde très particulier, ce que les gens projettent sur moi, mais ce que moi je projette sur tous les créateurs ou créatrices que je peux suivre, où des fois on a l'impression de se sentir très proche de personnes, alors que on a juste vu 3 vidéos Instagram, quoi, qui nous ont fait marrer ou pas. Donc ouais, c'est un monde particulier, mais c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre, que j'aurais du mal, enfin c'est pas mon métier, quoi. Instagram, tu disais, c'est un peu un laboratoire, mais c'est surtout un endroit où je m'amuse, et c'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment la réalisation, le clip, la fiction, des choses plus gros, des choses en équipe, raconter des choses et tout. Et Instagram, les contenus, les stories, j'allais dire, si demain j'en faisais plus, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas mon métier. C'est pas par là que je gagne de l'argent. C'est pas par là que, en tout cas, c'est pas par là que je trouve du travail. C'est pas par là que, voilà. Après, je me dis, justement, comme c'est pas forcément là où tu trouves du travail et tout ça. Enfin, pourquoi avoir choisi forcément d'être sur Instagram? Parce que j'entends ce besoin éventuellement de créer du contenu, mais tu disais aussi que t'avais envie peut-être de rendre à Internet, ou aussi peut-être parce que justement t'es aussi un enfant du web. Enfin, je sais pas, t'aurais pu aussi prendre ce parti pris de pas être sur les réseaux sociaux. Ouais, ça s'est jamais vraiment posé, quoi. Enfin, quand Facebook est arrivé, moi j'ai créé un compte Facebook, j'étais en 3e. Avec un faux nom. Avec un faux nom, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut parler de ça. C'est vrai qu'il y a aussi ça dans cette histoire de personnage, de ce que les gens projettent et tout sur les réseaux. J'ai pas mon vrai nom. Je m'appelle Théo Érable, ce qui n'est pas vraiment un avatar, puisque Érable c'est mon 2e prénom, mais c'est pas vraiment moi. Enfin, c'est moi, mais c'est pas moi. Enfin. Et en même temps, il y a aussi ton vrai prénom. Oui, enfin c'est particulier. Ton vrai nom, pardon. Ouais, bien sûr. Non, c'est particulier. C'est une projection de moi. C'est pas moi. Du coup, c'est pas vraiment mon nom. Enfin, je sais pas. En fait, ça fait partie de ma génération. En fait, on est arrivé sur Facebook. Il y avait MSN quand on était un peu plus jeune. Oui. Et ouais, j'ai fait cœur avec les mains parce que MSN, ouais, toi-même tu sais, ouais, c'était tellement bien. Et voilà, et après, en fait, tout ça est un peu une continuité. Après, il y a des réseaux sur lesquels je suis pas du tout. Tu vois, Snapchat, je sais même pas comment ça fonctionne. C'est les stories, en fait. Instagram vole tout aux autres réseaux sociaux, c'est ça le... Ouais, ouais, Snapchat, je sais pas. TikTok, Ah oui, attends, juste quand même une anecdote sur TikTok, parce que quand on a fait le premier enregistrement, je t'ai dit il faut que tu regardes TikTok. Du coup, t'as fait une vidéo sur TikTok et tu m'as dit qu'en tant que limite réalisateur, c'était l'enfer, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes codes de réalisation. En fait, c'est pas tant le fait pour un réalisateur d'être l'enfer. Je pense qu'au contraire, comment dire ça, en fait, les outils, oui, induisent un mode de fabrication. Je sais pas, si on remonte très loin. Quand on faisait des films en pellicule et que les films étaient diffusés en salle en pellicule, je sais pas, alors je vais dire des chiffres qui sont peut-être pas vrais, mais disons que sur un film de 1h30, 2 heures, ça représente 3 bobines de film. Donc ça veut dire qu'il y a des changements de bobines. Et physiquement, les scènes, enfin les images sur les fins et débuts de bobines, elles s'abîment plus, elles sont rayées, elles sont machin. Et donc, il y en avait l'habitude de, scénaristiquement, ne pas mettre des scènes importantes dans les moments qu'allait représenter dans le montage des changements de bobine, parce que on risquait de perdre des infos, en fait, à la diffusion. Donc ça induit quelque chose. Les stories sur Instagram, ça induit un mode de faire, ça dure 15 secondes, ou Vine à l'époque, ou quoi, ou qu'est-ce. Les logiciels de montage professionnels, le cinéma est fait d'une certaine manière qui a induit une manière de faire. TikTok, la manière de faire des TikTok, en tout cas moi, la manière dont je l'ai compris, c'est vraiment à l'envers du système traditionnel. Qui est normalement
moi en tout cas c'est comme ça que je fais, sur un tournage, on lance la caméra, moteur, action, tout ça, et il y a un temps avant d'avoir vraiment ce qu'on veut, et puis il y a un temps après. Et TikTok c'est et après il y a du montage quoi. TikTok c'est l'inverse, on pense d'abord son montage, on sait où vont être les points de montage, et on ne tourne que ce dont on a besoin. Et ça c'est vraiment antinomique c'est vraiment l'opposé de la manière de faire. Donc moi c'est très difficile. J'en ai fait un, ça a été l'enfer. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être je sais pas, mais ça a été très compliqué. Mais je suis persuadé par contre que il y a des gens qui ont découvert la manière de faire des films par TikTok et qui ont cette idée-là, cette manière d'appréhender la création par ça. Et ben ça va induire plus tard, s'ils continuent là-dedans, s'ils arrivent à faire des formats plus longs ou à sortir de la plateforme ou enfin il y a des choses à imaginer, et ben ça va changer des choses dans la narration ou dans la manière de faire ou dans la manière de travailler. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à ça parce que les outils nous font travailler autrement. Voilà. Et on est passé très rapidement sur ton parcours. Enfin, très rapidement. Plus ou moins rapidement, mais disons plus rapidement que la première fois. Mais du coup, en fait, après ton stage, et alors je sais pas exactement la chronologie, mais en tout cas, je sais que, parce qu'en fait, effectivement, là, on parle, voilà, du Festival de Cannes, des clips. Les paillettes, ouais. Voilà, c'est ça, on est dans les paillettes. Sauf que bon, bah, la réalité, c'est comme tout le monde, faut aussi payer le loyer et tout ça. Et donc, il y a des choses qui payent, des choses qui payent moins, et des projets qu'on fait parce que bah, pour le plaisir de faire des projets. Enfin, il y a plein de raisons. Ouais. Et je sais qu'à un moment donné, voilà, t'as travaillé à mi-temps, notamment chez MK2. Que tu me disais par exemple que t'as jamais eu le statut d'intermittent. Donc en fait, ma question va être double, va être je sais pas si c'est à destination des autres réalisateurs, mais en tout cas, toi, comment tu perçois, voilà, ce statut, ou comment on fait pour évoluer dans ce milieu, gagner sa vie, etc. Et puis, bah justement, tes projets à venir, comment tu veux développer les choses, parce que en off, on disait, bah il y a plein de métiers effectivement que je pourrais faire à côté, qui sont quand même cool, qui sont dans le milieu et tout ça, mais moi moi j'ai envie, ça m'éloigne entre guillemets de mon but, donc aussi quel est votre but, Théo Leroyer? Vous avez 3 heures. La double question est intéressante. Non, mais pour revenir sur mon parcours, en fait c'est hyper particulier d'en parler enfin évidemment rétrospectivement, on a l'impression que tout est pensé, tout est lié, tout est machin, mais ça c'est un peu un biais du survivant, ce truc. C'est cette espèce de biais cognitif où en fait on n'entend que les gens qui ont réussi et on a l'impression qu'en les écoutant parler que c'est comme ça qu'il fallait faire, alors qu'il y a plein de gens qui ont sûrement peut-être même fait exactement la même chose et qui n'ont pas réussi entre guillemets, parce qu'il faudrait déjà savoir ce que c'est réussir. Mais et puis il y a plein d'autres gens qui ont fait autrement. En fait, il y a pas de, enfin je vais reparler un peu de comment ça s'est passé et tout, mais c'est pas une manière de faire ou quoi, c'est juste ça s'est passé comme ça. Et voilà, et oui, il y a eu l'école de ciné où là c'était très chouette de rencontrer des gens de mon âge qui avaient envie de faire la même chose que moi, du cinéma et tout, même si c'était une école privée, on était beaucoup trop jeunes aussi, parce que les écoles nationales de cinéma, la FEMIS ou le Lumière, c'est Bac+2. Moi j'étais pas prêt à faire 2 ans d'études avant de rentrer dans l'école où je voulais rentrer, donc je suis rentré dans une école directement. Enfin, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est vraiment les gens que j'ai rencontrés le jour 1 à l'école, quoi. Il y a même une amie, Caroline Ziegler, qui est monteuse. On s'est rencontrés le jour où on a passé le concours de l'école. Et donc oui, ça a vraiment permis de rencontrer des gens. Et en fait, tout ça, c'est de l'humain. C'est les gens avec qui on a envie de travailler, comment on les rencontre, comment on garde des relations, comment on continue ensemble. Donc voilà, il y a eu l'école de ciné, il y a eu mon premier court-métrage, et puis j'ai des copains qui ont monté une boîte de prod, donc puis on en a fait un film ensemble. Puis ils m'ont accompagné à faire des clips. Et puis eux, ils partent plus vers le documentaire et tout ça. Moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est que c'est pas du tout ma manière de travailler. Donc là, je cherche un peu des financements, d'autres boîtes de production, tout ça. Entre le stage d'attaché de presse et puis photographe, j'ai fait de la régie aussi sur des tournages un peu. Et puis photographe, en fait c'est très compliqué aussi de se rendre compte que c'est un métier et qu'on peut gagner de l'argent avec, parce que photographe, moi je l'ai dit, Philippe il m'appelait quand il pensait que ça allait me plaire, mais moi j'étais trop content, j'avais des étoiles dans les yeux, et genre l'idée même qu'il me paye, c'était absurde. Et donc créer un statut, faire des factures et tout, mais
je l'ai pas fait en fait. Enfin, c'était ridicule. Voilà, et puis après, de fil en aiguille, à un moment il y a des projets payés, et puis on prend confiance, et puis oui, en fait c'est important d'être payé. L'argent, ça induit aussi le travail qu'on peut faire ou qu'on va pas pouvoir faire, parce que oui, on a des grandes idées, mais des fois on n'a pas le budget pour le faire, et donc c'est important aussi d'avoir une conscience des limites du budget pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien, et pas à la fin qu'on se dise ah bah oui mais ça aurait été mieux avec plus de budget. Bah oui mais non, en fait fallait faire autre chose ou différemment. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je pense. Voilà, et donc oui, j'ai jamais été intermittent, j'ai fait quelques travails où j'ai été payé, et après c'est ce que tu disais, je fais que de la réalisation, je pourrais faire du montage, parce que dans les vidéos que je fais ou quoi, je fais du montage aussi, donc je suis qualifié, mais je pense pas que mon expertise ou mon œil aiderait vraiment les projets des autres. Il y a des gens dont c'est le métier qui feraient ça beaucoup mieux que moi, donc c'est pas à moi de le faire. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai développé une activité d'atelier pédagogique, et là c'est vraiment de la transmission vraiment directe. Il y a pas internet, il y a pas de médiation quoi. C'est un atelier, donc c'est avec des jeunes. J'en fais à la Cinémathèque française avec des classes ou avec des enfants qui s'inscrivent. Et puis j'en fais aussi dans une médiathèque du 93 pendant les vacances scolaires, des ateliers autour du cinéma. Donc là c'est très concret quoi. Je leur explique vraiment comment on fait. Je leur donne la possibilité d'avoir une caméra, de faire des choses. Et là c'est trop chouette. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses. Et ça c'est trop bien. C'est de la transmission beaucoup plus directe. Alors peut-être ça touche moins. On a l'impression que ça touche moins de monde parce qu'on se dit sur Internet on peut toucher des millions de gens. Mais en même temps, on dit souvent que si on touche une personne c'est gagné. Bah oui, là la classe ils sont 30. C'est très bien. Il n'y a pas de petits effectifs. Il n'y a pas de petites manières de faire. Après c'est vrai que je cumule plusieurs statuts quoi. Il y a des fois c'est des zones d'intermittence. Des fois je suis artiste-auteur. Des fois, j'ai des CDD d'usage, je pointe au chômage. Enfin bon, bref, c'est beaucoup de choses qui se télescopent, beaucoup de choses, et c'est beaucoup de travail d'administratif, beaucoup de choses qui prennent la tête et qu'on n'apprend pas vraiment. Voilà. Alors tu as répondu à la première partie de la question. Oui. Donc la deuxième partie de la question c'était mais quel est vraiment votre but, Théo Leroyer? Qu'est-ce que tu as envie vers quoi tu te destines? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Quels sont tes projets? Et je sais que par exemple, la lecture de Iris Bray, son bouquin Sex and the Series, ou l'autre livre qui s'appelle Le regard féminin, Female Gaze, là. Ça a changé beaucoup de choses dans mon travail, ou en tout cas, j'ai conscientisé beaucoup de choses qui n'étaient pas conscientes avant. Et ça, j'aimerais bien y faire plus attention. Des questions de représentation, des questions d'inclusion, et puis questionner ma place, parce que quand je dis je réfléchis pas, machin, je suis quand même là où j'en suis, en disant j'ai pas réfléchi, mais c'est un privilège aussi d'avoir la possibilité d'être là où j'en suis, d'avoir la liberté d'esprit de me dire je chante pas bien, mais j'en ai rien à faire, je vais sortir une vidéo de 4 minutes où je chante dans ma salle de bain. D'ailleurs, je me demandais à ce propos-là, parce que t'es réalisateur par définition, t'es derrière la caméra, ouais. Et il y a plein de gens que moi j'accompagne pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, qui ont très peur de se montrer sur les réseaux sociaux. Et toi, t'es quand même hyper à l'aise, t'as pas peur de te mettre en scène Si, bien sûr que si. Alors comment tu dépasses cette peur? Mais en fait, comment dire, je dépasse pas vraiment la peur parce que, comment dire, il y a des choses auxquelles j'ai peur. Par exemple, jouer dans un film. Oh, alors attendez, là on a un problème de chat. Le chat est en train de s'asseoir sur le micro. Alors. C'est ma chatte Cookie KUKI. Voilà, parce que je pense qu'elle va être récurrente dans les bouts de podcast parce qu'en fait, il y a des moments elle miaule, il y a des moments. Non, en fait, il y a des choses où j'ai peur. Je sais que par exemple, jouer dans un film que j'aurais pas écrit, disons, j'aurais pas le faire. Je parlais de Elodie tout à l'heure qui m'a prêté son appartement pour Amoureuse. Elodie Beaumont, que je salue au passage, qui est aussi réalisatrice. À un moment, pendant ses courts-métrages, elle m'avait proposé de jouer dans un rôle. Et ça paraissait hyper naturel et hyper normal pour elle de me le proposer. Et moi, j'ai été vraiment sur le cul, en fait. Genre, mais je me suis dit, mais comment c'est possible qu'elle se dise que je sois capable de jouer et tout. Et en fait, les vidéos que je montre ou les choses que je montre de moi sur Internet, ce n'est que ce que j'ai l'impression que je suis capable de faire. Enfin, je me mets pas vraiment en danger dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand je me lance dans, je sais pas, la vidéo où je tourne sur moi-même et je deviens une fusée, bon,
je sais que je peux le faire. Enfin, et puis je sais derrière qu'il y a du montage, je sais que je vais pouvoir retomber sur mes pattes. En fait, je maîtrise toute la ligne de travail, et donc il y a aucun risque en fait. Et dès qu'il y a un autre gars, ça me fait peur. Je saurais pas. En tout cas, maintenant, je saurais pas le faire. Dans les premières vidéos aussi que je faisais quand j'étais jeune, bon, pas forcément celles avec les Playmobil, mais il y a des stop motion très vite où c'est moi qui joue dedans. Mais parce qu'en fait, j'ai personne sous la main. Enfin, en fait, ça m'amuse, mais ça m'amuse dans le périmètre très safe de là où je sais que je peux faire des trucs. Revenir sur ce que j'ai envie de faire et tout, je parlais donc de Iris Bray, et sur des questions de représentation, de female gaze, et ça rejoint aussi ce que je disais sur les gens avec qui on a envie de travailler, les gens avec qui je travaille, et notamment Caroline, où c'est des questions où on en parle, et ça rejoint aussi le travail que je fais en atelier avec des jeunes, où c'est important pour moi de prendre du temps de la transmission, et en tout cas d'aider, c'est un bien grand mot, mais de faire des choses avec des jeunes et de pas rester dans ma position de oui, bah moi je réalise, je fais des trucs, c'est important parce qu'il y a en effet, il y a vraiment des gens de par une catégorie sociale ou de par plein d'autres choses, ils ont moins accès à ce que moi j'ai eu accès, et si je peux un petit peu transmettre ou aider ou quoi. Ton rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est de faire un film Harry Potter. C'est ça mon rêve ultime. En vrai, je sais qu'il y a plein de rêves à Harry Potter dans tous mes tafs. C'est un truc de ouf. Vraiment des choses, et encore une fois, plus ou moins conscientes. Je sais pas, dans Amoureuse, par exemple, il y a un plan sur un bouquin avec des pages qui se tournent toutes seules. Bon, dans Amoureuse, c'est Madame Bovary, mais moi, quand j'ai revu Harry Potter 2, j'ai vu très bien que c'était le même plan que le livre de Tom Jedusor, là, qui avec les pages qui se tournent toutes seules. Ça a complètement imprégné beaucoup de choses chez moi. Et puis je trouve qu'il y a des valeurs hyper importantes, hyper fortes, l'acceptation de soi, la différence, bon bref, il y en a plein. J'aimerais beaucoup faire un film Harry Potter, déjà parce que ça me plaît, et puis parce que il y a un peu ce truc de waouh quoi, la grosse production internationale. Oui, ça c'est un peu mon rêve, mais comme faire un clip pour Métronomie, c'est un peu mon rêve. Mais mon rêve en vrai, c'est d'être payé pour ce que je fais, d'être bien, en fait d'avoir la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Après je pense aussi que si je fais des trucs sur Instagram, c'est parce que bah voilà, quand il y a pas de budget, quand il y a pas de trucs, quand j'ai du temps, en fait, je crée des choses. Alors je les partage parce qu'il y a une plateforme, il y a quelque chose, mais en fait, je suis tout le temps en train de créer un truc, en train de faire quelque chose. Il y a toujours plein de projets, il y a toujours plein de choses. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous écoutent pour être la personne bon, mon podcast s'appelle Tu peux être qui tu veux, donc en gros, si tu veux leur dire pour être qui tu veux, voilà mon conseil quoi. Je sais pas, il y a un peu un truc, une formule qui dit fake it until you make it, donc fais semblant de le faire jusqu'à ce que tu sois capable de le faire. Et je trouve que c'est hyper ambivalent parce que d'un côté c'est un peu vrai, il y a plein de choses sur lesquelles je peux me dire ah bah oui, par exemple quand Philippe Kess me dit viens faire des photos, j'ai jamais été assistant photo, bah je le fais. Donc je m'implique parce que je veux que ça soit bien fait et tout, mais à un moment je sais le faire. C'est aussi un privilège et d'avoir tellement confiance que genre de se dire oui je sais pas le faire mais je vais le faire. C'est quand même, enfin voilà, donc en vrai mon conseil ce serait plutôt de s'écouter, de faire ce qu'on a envie de faire, et le vrai conseil je pense que si on a envie de créer des choses, c'est de faire les choses qu'on a envie de voir et qu'on ne peut pas ou qui n'existent pas en fait. Voilà. Et c'est vraiment être son premier public pour tout. Et je pense que ça c'est oui, ce serait ça mon conseil. S'écouter, ne pas hésiter à partager les choses. Alors Internet c'est un endroit pas safe à plein d'égards, les commentaires et tout, et surtout je me rends compte pour les personnes issues de minorités ou quoi, ou même surtout les femmes en fait sur Internet, c'est quand même très violent. Et en même temps, il faut pas hésiter parce que au milieu alors c'est difficile et tout, mais peut-être qu'au milieu de tout ça, de toute cette violence, il y a aussi des gens qu'on va toucher, qu'on va rencontrer. J'ai appris aussi à arrêter de me dire que chaque projet était le projet de ma vie. En fait, c'est un projet. C'est pas grave. Tout est un peu au même niveau. C'est pas vrai. Une vidéo Insta et un clip, c'est pas la même chose, mais il y en aura d'autres, en fait. On a le droit de se tromper, c'est pas grave. Il y aura d'autres projets, il y aura d'autres choses. Il faut avancer, c'est pas grave. Internet, ça a vraiment permis ça. À tout moment, n'importe qui peut, et c'est pas grave. On n'a pas besoin d'avoir la meilleure caméra, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur truc. Des fois, c'est raté, des fois, c'est pas bien, mais
il faut essayer. Et oui, souvent, malheureusement, on fait des trucs ça marche pas et puis on nous tombe dessus et on a l'impression qu'on est nul et qu'on réussira jamais. Mais il faut avancer, continuer les projets, refaire des choses. Voilà. Après, je dis tous les projets se valent, on peut échouer et tout. Il y a quand même des gros Harry Potter. J'espère que j'échouerai pas à Harry Potter. Ce sera mon gros projet. Mais il y a plein de marches avant d'arriver jusque là et je vais sûrement me tromper 1000 fois avant d'arriver jusque là-bas, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter? Parce que je sais pas, quelque chose qu'on n'a pas parlé, que tu aurais aimé évoquer, ou une dernière parole, une dernière bafouille. Non, que oui, il faut essayer des choses, qu'il faut toujours se remettre en question, qu'il faut toujours tout questionner, que rien n'est jamais acquis. Et que voilà. Et oui, si je peux vous conseiller de lire, en tout cas si vous voulez faire du cinéma, n'hésitez pas à lire les travaux de Iris Bray. Voilà, moi ça m'a beaucoup questionné et ça a vraiment il y a eu une période de pause dans mon travail et dans les prochains projets que j'amorce, notamment un court-métrage que j'autoproduis et que j'espère qu'on va arriver à faire. Ça a drastiquement changé ma manière de penser. Donc en fait à tout moment tout peut changer, il faut accepter le changement, quoi. Il faut se laisser porter et travailler sur ça, quoi. Trop bien. Et ben on va finir là-dessus. Merci beaucoup Théo, j'étais ravie de te revoir et te rencontrer en vrai. Oui, c'est vrai qu'on l'avait fait à distance. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les actualités de Théo Leroyer sur son site internet théoleroyer.com et sur son Instagram Théo_érable. Pour soutenir le podcast, je t'invite à me suivre sur la plateforme d'écoute de ton choix et mettre un avis sur Apple Podcast. Tu peux aussi retrouver les actualités du podcast sur Instagram. Tu me retrouveras à Tu peux être qui tu veux. Et si tu as des difficultés dans ta communication, notamment sur les réseaux sociaux, tu sais pas par quoi commencer, n'hésite pas à venir me parler en message privé. Ça me fera très plaisir d'échanger avec toi. À très vite pour un nouvel épisode.